Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Putsch en Côte d'Ivoire, une guerre coloniale de Nicolas Sarkozy. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Et François Manga Akoa. Déjà paru. Ismaël Aboubakar YENIKOYE, Intelligence des individus et intelligence des sociétés, 2011. Pierre Ndion, Quête démocratique en Afrique tropicale, 2011. Emmanuel Benmoussi, Le médicament aujourd'hui. Nouveaux développements, nouveaux questionnements, 2011. Kofi Souza, Le Togo de l'Union, 2009 à 2010, 2011. Lucien Pambou, Conseil représentatif des associations noires. Le cran de l'espérance à l'utopie, 2011. David GAKUNZI, Côte d'Ivoire, Le crime parfait, 2011. JAHOUE, Et si Ouattara n'avait pas gagné les élections, 2011. Emmanuel KIGESAKANOBANA, Dipinda, Témoignage d'un Zaïrois plein d'illusions, 2011. Joseph NELBETOO, L'héritage des damnés de l'histoire, 2011. Marcel Pinet, Coopération sportive français en Afrique, 2010. Cyriaque Magloire Mongo des ZON, pour une modernité politique en Afrique, 2010. Thierry Amougou, Le Christ était-il chrétien? Lettre d'un Africain à l'Église catholique et aux chrétiens, 2010. Timothée DONGOTOU, Repenser le développement durable au XXIe siècle, 2010. Martin KUENGIENDA, République, religion et laïcité, 2010. Maurice NGONIKA, Congo-Brazzaville, 50 ans, quel bilan? 2010. Roger Demosthène Casanova. Côte d'Ivoire. Une guerre coloniale de Nicolas Sarkozy. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005. Paris http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 379 7. EAN 9 782 296 563 797. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. La Bible, la conscience. La résistance à l'oppression est un droit imprescriptible. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Extrait de l'article 2. Préambule de la Constitution française de 1958. Il arrive un moment où la parole n'est plus un droit, mais un devoir. Rachid Kassi, 2006. Il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu'en soit l'auteur, doit provoquer notre indignation. Il n'y a pas à transiger sur ces droits. Stéphane Hessel, 2010. Le peuple de France est malade de ses élites. Toutes ces élites, intellectuelles, journalistiques et politiques, qui perpétuent l'arrogance civilisatrice et dominatrice. Gaston Kellman, 2011. La Côte d'Ivoire, terre d'espérance, chante son hymne national, si lointaine et si proche. Son retour à la paix est souhaité par tous les hommes et femmes de bonne volonté, quel que soit le président de la Côte d'Ivoire. Cependant, un coup d'État a eu lieu et cette aspiration à la paix n'enlève rien au besoin de justice et de vérité. D'autant que les vainqueurs se livrent quotidiennement à des exactions et à l'humiliation de ceux dont le patronyme n'est pas nordiste. Puisque chaque jour apporte son lot de perspectives d'action en justice nationale ou internationale, puisque le président Gbagbo a été placé en détention en résidence surveillée au nord du pays, où sévissent depuis 9 ans des rebelles, responsables du chaos actuel. Monsieur Gbagbo est donc cerné par des forces hostiles, et ce que nous savons du sort réservé à ses proches, ne peut que soulever l'indignation et la réprobation. Son transport ayant été assuré par un hélicoptère de l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, ONUCI, France, une mise au point s'impose peut-être pour éclairer l'avenir. En effet, faudrait-il admettre un coup d'État sans réagir, sans faire appel aux consciences?
Faut-il accepter le lavage de cerveau dans notre République, patrie des droits de l'homme? Faut-il accepter l'asservissement des esprits à la toute-puissance de la communication de masse, télévisuelle? À la toute-puissance de l'argent? Alors que les médias français continuent de déverser des informations biaisées sur le rôle de Laurent Gbagbo. Alors que des exactions se poursuivent de la part des forces de M. Alassane Ouattara. Évidemment non. Les gouvernements inventeront certainement des mensonges plus sophistiqués pour justifier les décisions qui les servent, et pour manipuler des médias de plus en plus systémiques. Alvin Toffler, Les Nouveaux Pouvoirs, PowerShift, Fayard 1990. Le contexte international. La communauté internationale, la France et la démocratie à géométrie variable. La crédibilité de l'ONU. Notons incidemment que la même communauté internationale, qui soutient la révolte libyenne et bombarde la Libye outrepassant la résolution numéro 19732, semble s'être montrée indifférente à la révolte à Bahreïn, laquelle a été matée dans le sang avec l'aide de l'Arabie saoudite, régime particulièrement répressif, mais ami des États-Unis d'Amérique. Il faut s'interroger aussi sur l'alibi commode de la revendication démocratique, brandie par la communauté internationale. En effet, on peut légitimement s'interroger s'il s'agit d'un prétexte aux interventions armées, ou d'une volonté réelle d'instauration du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Titre 1, article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ayant fait partie du peuple ivoirien pendant 24 ans de ma vie, et y ayant encore des attaches, je me sens concerné et me suis posé cette question, tant j'ai redouté ce qui arrive aujourd'hui, sous la responsabilité de la communauté internationale. Bien sûr, je veux dire l'irresponsabilité de la communauté internationale. Chacun peut en effet constater maintenant quelle a été la préparation psychologique, par un matraquage médiatique massif des peuples occidentaux, en particulier du peuple français, préalable à une intervention armée en Côte d'Ivoire, puisque c'est la force qui a réglé la crise dans le sens voulu par la communauté internationale, aux dépens du droit et de la sécurité du peuple ivoirien. D'ailleurs, sachant que le peuple de Côte d'Ivoire ne se lèverait pas pour eux, le candidat battu suivant la procédure ivoirienne légale, M. Alassane Ouattara, ainsi que son Premier ministre, M. Guillaume Soro, chef des ex-rebelles du Nord, ont appelé avec insistance et depuis longtemps à une intervention militaire pour chasser le concurrent élu, M. Laurent Gbagbo, président sortant. L'intervention française n'est donc pas une surprise. Elle ne doit pas moins être clairement dénoncée. Le Canard enchaîné, dans son édition du mercredi 6 avril 2011, a d'ailleurs bien montré l'engrenage de l'intervention française. Dans ce contexte, c'est peut-être une gageure de soutenir un point de vue différent de celui de la communauté internationale, donc de la force qui croit triompher. Je m'y risque cependant rationnellement, sans haine et sans crainte. D'autant plus que la communauté internationale, qui a exigé et organisé le départ de M. Gbagbo, au nom de la démocratie ne brille pas par son respect de la démocratie en toutes circonstances. On peut même affirmer, sans crainte de contradiction sérieuse, que l'appréciation du respect des règles démocratiques par cette communauté internationale est élastique et fonction de ses intérêts supposés ou réels, des lieux et des circonstances. Puisque le scénario se répète lors de chaque crise internationale, Irak, Afghanistan, Yougoslavie, maintenant Libye et Côte d'Ivoire, pour éclairer la scène, il faut donc commencer par aborder succinctement les ambiguïtés de cette communauté internationale en matière de respect de la démocratie et du respect du vote des peuples, puisque c'est ce qui est évoqué en Côte d'Ivoire. Dans ce survol du comportement de la communauté internationale, commençons donc par la France, patrie des droits de l'homme, de sa perception et de son respect du vote des citoyens. Le dernier exemple en date est représentatif du mépris des gouvernants français pour les votes, aussi bien du peuple français que de ceux des instances internationales et de la communauté internationale. C'est bien ce qui s'est passé pour la départementalisation de Mayotte, désormais 101e département français. Soit l'annexion d'une des 4 îles de l'archipel des Comores, entité reconnue par les Nations Unies par la résolution 3385 du 12 novembre 1975, et sa transformation en département français de plein exercice en 2011. Il faut rappeler que les Nations Unies,
l'Union africaine, l'Union des Comores et la Ligue arabe ont voté des résolutions d'opposition à cette départementalisation, sans effet sur la décision du gouvernement français qui est passé outre à tous ces votes. 3. Quant au peuple français, il y est fait référence au gré des circonstances. Ainsi, il n'a pas été consulté directement par référendum pour l'annexion de Mayotte, alors qu'en 1988 et en 1998, sur la question du transfert de souveraineté à terme vers 2014 à la Nouvelle-Calédonie, il a été consulté par référendum. Cependant, en raison du risque d'un vote aléatoire pour raison de déséquilibre démographique en faveur des Néo-Calédoniens d'origine européenne, en effet, les Caldoches d'origine européenne sont majoritaires sur les Kanaks mélanésiens, cas unique dans l'Empire français. Le gouvernement de Michel Rocard a décidé de couper le territoire en deux, semble-t-il, pour que les Kanaks puissent être majoritaires sur la moitié nord de l'île. Autre exemple du peu de cas fait par le gouvernement des votes du peuple français, le vote non, à 54% contre le traité constitutionnel européen. Ce vote, non conforme à la volonté de la majorité des décideurs politiques, la nomenclatura ou l'oligarchie qui dirige, ou l'UMP plus le PS, a été négligé et contourné par le Parlement qui l'a approuvé. Il en a été de même du non des Hollandais et de celui des Irlandais. Ces votes non ont été artificiellement transformés en votes oui. Cela interpelle pour une région du monde, l'Europe, qui prétend imposer son modèle démocratique au monde entier. Une autre question s'impose. Les chiffres n'ont-ils pas la même valeur selon les lieux et circonstances ? Puisque les 54% de votes non au traité constitutionnel européen ont été négligés, alors que la communauté internationale s'agite et s'émeut que les 54% contestés, qu'aurait obtenu M. Alassane Dramane Ouattara, ont justifié une intervention militaire et la mise à feu et à sang d'un pays. Et que dire de la représentativité de l'Assemblée nationale française, d'où sont éliminés plus de 25% des Français du fait du mode de scrutin voulu par la majorité UMP plus PS ? Assemblée qui ne comporte qu'un député d'origine ouvrière. Pour être objectif, la France n'est évidemment pas seule à pratiquer le respect sélectif des votes populaires. Il semble même que cette pratique soit l'apanage des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Chine et Russie. Ainsi, les fraudes massives constatées lors des élections de 2010 en Égypte n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de la part de la communauté internationale. On a d'ailleurs pu constater la validité et la durabilité d'un vote à plus de 80% en faveur de M. Moubarak, rejeté par la rue moins d'un an après les résultats admirables obtenus lors de l'élection. Même remarque pour le vote tunisien en faveur de M. Ben Ali. Les exemples du mépris des votes par la communauté internationale ne manquent pas. En voici encore quelques-uns. Les élections algériennes de 1991, qui ont vu la victoire massive du Front islamique du Salut, FI, ont été annulées par le gouvernement algérien avec l'assentiment sinon les encouragements de la communauté internationale. Il s'en est suivi une guerre civile et 200 000 morts. La déclaration numéro 242 de l'ONU stipulait le retrait d'Israël des territoires occupés en 1967. Cette résolution n'a jamais été suivie d'effet. Comme n'ont d'ailleurs pas été suivies d'effet les résolutions suivantes sur le même sujet. Résolution N-338, 476, 478, 1322. Sans aucune conséquence pour l'État d'Israël, et sans état d'âme de la communauté internationale. Les États-Unis de George W. Bush ont fait la guerre en Irak, pour officiellement lutter contre les armes de destruction massive. En Côte d'Ivoire, le vocabulaire a évolué. Il s'est agi d'éliminer les armes lourdes, mais aussi pour y abattre une tyrannie et y établir la démocratie. En Afghanistan, il s'agissait de lutter contre le terrorisme et les talibans, qui avaient été armés par les États-Unis. Mais en fait, le résultat a été l'instauration de chaos, le trafic de drogue et la mise en place de régimes corrompus. Rappelons aussi la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée par le Conseil de sécurité dont la France, le 10 juin 1999. Elle réaffirme l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, RFY, devenue aujourd'hui la Serbie,
et sa souveraineté au Kosovo. Or, le 17 février 2008, le Parlement de la province du Kosovo, réuni en session extraordinaire, vote le texte présenté par le Premier ministre Hashim Thaçi proclamant l'indépendance du Kosovo. Nous proclamons l'indépendance du Kosovo, État indépendant et démocratique. Malgré les protestations de la Serbie, dont le Kosovo est partie intégrante. Bien que cette déclaration ait été déclarée illégale pour la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dans les jours suivants, les 3 autres pays membres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.